Les troupes des Nations Unies, quand elles sont envoyées suivant certaines instructions. Là, ce sont des troupes d'interposition. Elles ne participent pas à un conflit. Ah non. Et donc elles ont le droit de laisser des gens se massacrer entre eux. Oui, elles n'ont pas le mandat. Elles n'ont pas reçu un mandat d'intervenir. Elles n'ont pas les moyens d'intervenir. Comme on était bérets bleus, on voulait redevenir paracommandant. Il est là. On se disait tous entre nous, tous les camarades, tous ceux qui étaient là, on disait qu'ils nous donnent le pouvoir de reprendre notre béret vert, et là on pourra faire notre métier, quoi. Si on était intervenu, il y aurait beaucoup plus que 10 morts du côté belge. Oui, ça peut être aussi, mais on serait mort différemment, avec l'honneur. La question se pose alors de savoir si la MINUAR aurait pu arrêter le génocide. Pour les militaires, cela ne fait aucun doute. Le déploiement des troupes supplémentaires dans la mission Silverback aurait été tout à fait indispensable parce que nous n'avions pas les armes adaptées à la situation, etc. Mais avec ce détachement Silverback, etc., personnellement, je suis intimement convaincu qu'on aurait pu endiguer quelque chose, ou en tout cas faire quelque chose, au moins pour la capitale. Vous dites aussi, à ce moment-là, avec 400 hommes, on pouvait arrêter le génocide. Avec 400 hommes armés. Et un autre mandat. Et avec un autre mandat. Mais je n'ai ni les armes, ni l'autre mandat. Et c'est pour ça entendons-nous-en. À quel moment? Dès le début. À partir du moment où ça s'aggrave, et ça sort de Kigali, et que ça se répand dans tout le pays, à ce moment, je ne peux pas faire. Et puis, on n'avait pas encore mis le pied sur le territoire rwandais que M. Kagame nous envoyait déjà un ultimatum. Vous allez quitter dans, je ne sais plus, dans les 72 heures, ou on vous tire dessus. Pour vous dire qu'on n'était plus le bienvenu. Ça, c'était clair. L'assassinat de nos 10 casques bleus, la guerre qui a repris, et l'ultimatum lancé aux troupes étrangères chargées de l'évacuation de leurs ressortissants par Paul Kagame justifie pour certains le retrait, même honteux, du contingent belge, malgré le génocide et les colonnes de réfugiés. Les casques bleus sont amers, et dès leur arrivée au pays, à Melsbrook, ils montrent leur mauvaise humeur. Alors commence le temps des questions, des enquêtes. Pour les familles, ce sera une longue marche. Au départ, nous n'étions au courant de rien. Les militaires nous ont menti. Donc on est parti de rien et puis finalement on a fait un travail de fourmi. On a gratté à gauche, on a gratté à droite et surtout on a fait une pétition. Grâce à M. De Stex qui nous a ouvert les portes du Parlement. Une pétition de 200 000 signatures qui réclamait une commission d'enquête parlementaire. On ne pouvait pas accepter que 10 paras soient morts et 1 million de personnes soient également décédées sans connaître la vérité, sans connaître ce qui s'était passé. Mais Jean-Luc Dehaene s'est pendant des années opposé à la création de cette commission d'enquête et c'est seulement après, je dirais, la pression populaire, la pétition, le livre, une série d'autres actions qu'il a cédé. Finalement, en janvier 1997, la commission spéciale du Sénat est installée et deviendra fin avril une véritable commission d'enquête. 6 mois d'audition et un rapport déposé en fin d'année. La commission d'enquête a bien travaillé et donc une grande partie des questions que nous avions avant de commencer la commission d'enquête ont été clarifiées, ont reçu des réponses. Donc je crois que sur ce point de vue-là, le déroulement des faits a été quand même précisé presque minute par minute. Le déroulement aussi de la relation entre l'état-major à Bruxelles, les choix en matière militaire et la situation sur place ont été aussi, les responsabilités ont été clarifiées. Il n'y a pas de sanction, comment se fait-il? C'est ça que le public ne comprend pas. Pas de sanctions, il y a eu des sanctions. En tout cas, une commission d'enquête n'est pas une instance disciplinaire à aucun niveau. L'armée décide cependant de sanctionner 3 officiers. Le colonel Dewey, le major Chauffret qui était à l'état-major de Dewey et le major Maguen. Tous 3 seront privés de commandement. Maguen et Chauffret introduisent un recours devant le Conseil d'État qui va les blanchir. Dewey n'a pas introduit de recours
il reste le seul sanctionné. Suite à ce qui s'est passé au Rwanda, et sans pour autant me sentir coupable, j'ai toujours déclaré que j'étais responsable en tant que commandant du bataillon, responsable de ce qui s'était passé, des ordres qui avaient été donnés ou qui n'avaient pas été donnés. On ne m'aurait quand même de toute façon plus donné de commandement. Et oui, dans un certain sens, oui, je me disais, si quelqu'un doit être sanctionné, si on peut appeler, disons, il faut à ce moment-là que ce soit le commandant du bataillon. Quant au colonel Marshall, le plus haut responsable belge de la Minuar, son sort avait été réglé dès juillet 1996. Inculpé de non-assistance à personne en danger, il est acquitté par la cour militaire. Il n'y a donc pas de sanction et certainement pas au sommet. Ce que je retiens surtout, c'est que on a affaire à un système qui s'autoprotège, un système au sein duquel chaque élément joue son rôle. Le but ultime étant évidemment que la vérité n'éclate jamais dans toute son horreur, on pourrait dire, et que les véritables responsables puissent s'assurer une impunité. Donc il y a au plus haut sommet du pouvoir, à un moment donné, quoi qu'on en dise, une connivence entre les différents milieux, dans ce cas-ci entre les milieux politiques et militaires. De fait, dans les enquêtes, y compris celles du Sénat, il y a des zones d'ombre et des questions sans réponse. La première étant, qui a abattu l'avion présidentiel? Ce qui est étrange, c'est que jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire 14 ans après ou 15 ans, 13 ou 14 ans après le génocide, ce sujet qui est, je ne dis pas que c'est la cause essentielle, mais une des causes du génocide. C'est le déclenchement. C'est le déclenchement du génocide. Est passé sous silence. Là encore, vous voyez une responsabilité de la communauté internationale. Ils ne veulent pas prendre des responsabilités, ils ne veulent pas décider qui est coupable. En fait, la seule enquête consacrée précisément à cet attentat, c'est celle du juge français Bruguière. Dans son rapport final, il estime avoir assez d'éléments supposant la culpabilité du président Kagame pour le faire comparaître devant le tribunal international. Le juge Bruguière se base essentiellement sur certains témoignages d'ex-FPR. À l'époque du drame, Emmanuel Ruzigana est au front dans le nord du Rwanda, sergent du FPR. Il ne rentre à Kigali qu'en 1995. En 2004, la France lui accorde un visa, mais dès son atterrissage à Paris, il est amené chez le juge. Ils avaient déduit que parce qu'il m'avait permis de quitter l'Afrique que j'étais mécontent du régime. Ils ont été surpris parce que j'ai tout nié. Le juge a complètement déformé mes déclarations. Il m'a interrogé sur l'attentat contre l'avion d'Abiyarimana et je lui ai dit que je n'en savais rien. Et quand le juge affirme qu'en mars 1994, lui, un Tutsi, était chauffeur de taxi à Kigali... Ces gens disent n'importe quoi. Conduire un taxi, on ne pouvait même pas y aller à pied. J'aurais été immédiatement tué. En tout cas, le soir du 6 avril, après l'attentat, au Parlement à Kigali, où est basé le bataillon du FPR de Kagame, rien ne se passe. Le colonel Balis est présent sur place. Si c'était eux qui avaient déclenché, au fond, toute la guerre, parce qu'au fond, c'est devenu non seulement un génocide, mais aussi une guerre, au moment de l'attentat, au moins le bataillon qui est arrivé 2 nuits après aurait été présent au CND en ce moment-là. Il y aurait eu des infiltrations partout. Mais ni le bataillon ghanéen, ni les observateurs militaires qui se trouvaient sur place ont signalé le moindre mouvement la première nuit. Alors vous voulez dire que dans toute logique militaire, si Kagame programmait l'attentat, il devait attaquer en même temps? Tout de suite. Dans son rapport, Bruguière fait également allusion à une mission qu'il qualifie de suspecte. Lotin et 5 de ses hommes du peloton Mortier parcourent un long périple dans le parc de l'Akagera, à l'est du Rwanda. On est le 6 avril, veille de la mort de nos 10 parents. Le caporal Bassine fait partie de la mission. Je me mets. Aujourd'hui, vers 7 heures, nous partons à plus ou moins 100 km du côté des volcans. Et quand je rentrerai, il devrait y avoir du courrier et des colis. Enfin, je l'espère. Ils sont partis tout à fait à l'opposé, les volcans. Mon mari note Kigali patrouille Profar.
Ils sont partis à 7h du matin, ils sont revenus à 19h et ils ont fait 493 km. Et cette mission n'est répertoriée nulle part. Ni Marshall, le commandant de secteur, ni Dewey, encore moins de Looker qui lui dispatchait les missions. Personne ne sait ce qu'ils sont allés faire à la Kagera. Certains ont été et vont jusqu'à faire un lien entre cette mission et l'attentat contre l'avion du président, en insinuant que les véhicules de la mission auraient transporté les missiles. La vérité est sans doute beaucoup plus simple. Le parc de la Kagera est sous surveillance du programme de l'ONU pour le développement. Régulièrement, des missions sont envoyées pour évaluer les dommages de la guerre de 1990 à la faune et à la flore. Le rapport Bruguière monte en épingle cette mission. Nous avons retrouvé l'un des occupants de la 4x4 escorté par le lieutenant Lotin. Cet homme est un des fondateurs du FPR qui a rompu avec Kagame en 2000. Moi, je m'occupais de certains volets, dont l'environnement et l'éducation. Alors j'ai commencé à faire des missions conjointes, et c'était dans le contexte aussi du regain de confiance, confidence building, comme on appelait ça en anglais, et on partait ensemble pour évaluer ces impacts. Notre mission devait aussi constater qu'il y avait peut-être des hordes de braconniers. Ça, on l'a fait. Traverser le parc, voir l'état des routes, voir l'état de la faune et de la flore, voir l'état des feux de brousse, c'était voir en général, et puis voir si l'utilisation de ces fonds de reconstruction du parc de 92 avait servi à quelque chose. Pas de mystère donc, aux yeux de Deus Kageramesa, le rapport Bruguière n'a aucune valeur. Chacun brode son histoire et fait du neuf pour faire du tapage. Alors moi, je m'inscris en faux contre toutes mes interprétations, contre tout amalgame sur le dossier du 6 avril. Et je ne voudrais pas que je donne un label de qualité à ce faux rapport de Bruguière. Et surtout, je ne voudrais, pour le nom de ces et la mémoire de ces para-belges, je me sentirais quand même indigné, outré, si je cautionnais cette bêtise. Avec le recul, malgré les fantasmes, les affabulations et les zones d'ombre, ce qu'on retient surtout, c'est l'échec, le fiasco d'une mission de paix qui débouche sur un génocide. J'ai perdu du personnel sous mon commandement, morts et blessés, et pas seulement les Belges. Et deuxièmement, ma mission a failli, parce que, ultimement, au lieu d'avoir un processus de paix qui nous aurait amené à des élections démocratiques, je me ramasse avec une guerre civile, 1 million de gens tués et un génocide entre les mains. Ça n'a pas été un succès. Ça a été un désastre. Alors, dans ça, j'ai d'énormes regrets d'avoir pas eu les outils pour faire le travail, d'avoir peut-être pas été à la hauteur au point de vue compétence. Est-ce que vous avez retiré les leçons de ça à New York pour la suite? Non, je pense que le drame du Rwanda aujourd'hui constitue un double échec. D'abord, parce qu'il y a eu un génocide au Rwanda et qu'on a été incapable de mettre fin à ce génocide. Et en second lieu, parce que ce génocide n'a pas servi de leçon à un nouveau génocide qui se passe en ce moment au Darfour, au Soudan. Depuis presque 2 ans, les Nations Unies sont incapables d'intervenir. 13 ans ont passé. La plupart des veuves ont refait leur vie. Les orphelins ont retrouvé qui une sœur, qui un frère. La vie continue. Bien sûr, quelque part, la douleur reste. Bien sûr, des questions demeurent sans réponse. Pour Sandrine Lotin, il faut aussi faire son deuil de la vérité. Je pense que c'est important de faire la différence entre de faire le deuil de la personne qui est décédée et le deuil de la vérité. Quand on vit ce genre d'événement, c'est vrai que c'est important de faire la différence entre les deux, entre le fait de faire le deuil de la personne qui est partie et de se dire, ben voilà, je vais plus vivre avec cette personne-là, c'est fini, elle va plus partager ma vie, elle est partie, elle est ailleurs.
Mais la vérité, par contre, elle est encore là. Et donc c'est vrai qu'on a besoin de contrôler cette vérité pour essayer de comprendre pourquoi ils sont partis. Et le jour où j'ai fermé cette petite porte, ben, ça m'a fait du bien. Et c'est vrai que j'ai réalisé que pour moi c'était important. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais pour moi c'était important de le faire. Tu vois, ça c'est pour faire la clarinette.